Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une recension? C'est un texte dans lequel une personne présente une parution, un ouvrage ou un article généralement, ici mathématique, voire géométrique. Il s'agit souvent d'un compte-rendu critique dans lequel plusieurs aspects de la parution vont être abordés. Donc, dans une recension, l'auteur ou l'autrice choisit donc de présenter une publication qu'il ou elle n'a pas écrite et qui peut venir de loin pour le présenter au lecteur de la recension. Donc, ces recensions sont le vecteur d'une circulation de publications mathématiques ou de certains de ces aspects vers des lecteurs qui n'y ont pas forcément directement accès. Les recensions sont donc un filtre qui permet à certaines personnes de choisir à la fois ce qui va circuler et vers qui, mais aussi ça constitue une étape où le contenu va être transformé par l'auteur ou l'autrice de la recension. En ce sens, ce type de publication se montre être une source importante pour les historiens et les historiennes qui cherchent à étudier les circulations de connaissances mathématiques. Depuis quelques années, des travaux s'axant sur la question des circulations de connaissances ont donc permis de revoir le rôle de certains journaux mathématiques en s'intéressant par exemple aux recensions. À titre d'exemple, il y a la NR-CIRMAT, donc circulation mathématique dans et par les journaux, histoire, territoire, public, et il y a l'exemple d'Hélène Gisbert qui est ici présente, qui travaille actuellement sur les recensions présentes dans un périodique suisse, l'enseignement mathématique. Et puis les recensions sont aussi une source qui peuvent être travaillées pour d'autres raisons. Reinhard Sigmund Schulz a par exemple étudié les relations entre États-Unis et Allemagne par une étude des journaux de recension, donc des journaux spécifiquement dédiés aux recensions, et en présentant ces recensions comme un moyen de contrôle scientifique, comme possédant une fonction de contrôle. Barnabé Croizat a par exemple dans sa thèse qu'il a récemment soutenue, montré l'importance du travail de recension dans le bulletin des sciences mathématiques, l'influence de Darboux dans ce travail, les modalités, les difficultés de mise en place et les utilisations qu'il a pu faire d'un tel type de source. Et puis Anne-Sandrine Pommier, dans sa thèse aussi, a montré comment un acteur comme Laurent Schwartz se sert de son activité de recenseur pour normaliser les travaux sur les distributions par rapport à sa propre conception du domaine et à ses propres travaux. Un point de vocabulaire avant de commencer, je parle de recenseur ou de recenseuse, donc comme les personnes qui écrivent des recensions, même si je ne suis pas sûr que ce soit le mot, exactement la bonne définition du mot, mais en tout cas, moi j'en parle dans cette définition-là. Alors, donc moi, des géométries états-uniennes à partir de l'étude de l'American Mathematical Society, 1888-1920, c'est le titre de ma thèse actuellement, que je suis en train de travailler. Et puis là, aujourd'hui, je vais vous parler des circulations de connaissances géométriques, donc via les recensions du bulletin de l'AMS entre 1891 et 1920. Donc, je vais faire une première partie un peu introductive où je rappellerai ce qu'est le bulletin de l'AMS et la place un peu des recensions dans ce périodique. Dans une deuxième partie, je vais essayer de vous montrer quelles sont les circulations géométriques qu'on peut mettre en évidence à travers une étude de ces recensions. Et dans une troisième et dernière partie, je m'intéresserai plus particulièrement à un acteur, Virgil Snyder, et donc je vais essayer de le présenter comme agent d'une acculturation de contenu géométrique, c'est-à-dire, par l'étude en particulier d'une recension, montrer comment un travail, un ouvrage recensé peut être complètement modifié avant d'être présenté aux lecteurs qui n'ont pas forcément accès au livre. Alors, donc, ma période de thèse est en 1888-1920. Tous les résultats quantitatifs que je vais présenter, ils s'arrêteront en 1920, à moins que je fasse mention d'une autre séquence, une autre période. Mais donc, 1888-1920, ce sera la période générale du travail. En 1888, donc, la New York Mathematical Society est créée. Elle devient l'AMS en 1894. Et puis, donc, 2 ans après la création de la société, le premier journal est créé, bulletin de la New York Mathematical Society, puis de l'AMS, qui donc devient le bulletin de l'American Mathematical Society en 1894. Et puis en 1900, est créé un second périodique par la société, Transaction of the American Mathematical Society, dans lequel on va essayer, ce sont des articles de recherche plus longs qui vont être publiés, qui n'ont pas forcément le même public, et donc qui arrive 9 ans après le second journal. Donc moi, je vais m'intéresser uniquement au premier journal, car c'est celui qui contient donc les recensions, il contient des recensions dès sa parution. Alors, à partir de 1900,
puisque un deuxième journal paraît, l'AMS va publier 2 petits paragraphes expliquant le contenu des journaux. Donc là, je vous ai mis le paragraphe expliquant le contenu du bulletin. Donc, il contient un grand nombre de recensions critiques, de traités et de manuels mathématiques, une liste mensuelle complète des nouvelles parutions mathématiques, des notes sur les événements dans le monde mathématique, des discours devant les sociétés mathématiques, des rapports sur les progrès dans les différentes branches de la science et plein d'articles originaux plus courts. Okay. Donc, quand on regarde cette liste, on s'aperçoit que les recensions arrivent en tête de liste dans la présentation du bulletin, les articles en fin de liste. Donc évidemment, ce texte étant publié en 1900 et on vient de faire paraître les transactions, donc il faut prendre ça en compte. On a envie de parler plutôt des articles des transactions a priori, mais dans le bulletin, donc, ce qui est mis en premier lieu, c'est les recensions critiques des traités et des manuels mathématiques. Aussi, le fait qu'il y ait une liste complète et mensuelle des nouvelles parutions mathématiques, ça nous informe sur le fait que le rôle des recensions, ce n'est pas de présenter l'actualité des publications en mathématiques, ce n'est pas seulement ça, puisqu'on a une liste complète de ce qui est paru. Ce qui est plutôt important, c'est de faire un travail critique des ouvrages qu'on va présenter, et donc la sélection des ouvrages, etc. Alors, quelle est la place effective des recensions dans le journal? Donc là, c'est pour 1891-1920. Il y a 1033 recensions qui vont être publiées dans le bulletin, 869 articles dans le bulletin, 278 comptes rendus de séminaires, et puis ensuite les notes, les listes de publications, etc. Donc, on a un nombre plus important de recensions dans le bulletin, et effectivement, c'est une partie très importante du journal, même si cette constatation serait à relativiser par le fait qu'en fait, plus de pages sont attribuées aux articles dans le journal. Si on regarde en nombre de pages, on aurait les articles qui arriveraient devant les recensions. Alors, pour qui est écrit ce journal? Qui est abonné au journal? Alors, grâce au compte-rendu des comptes que publie la société, on peut savoir combien d'argent est gagné par la vente de bulletins de l'AMS. Et puis, comme on sait que les sociétaires, par ailleurs, reçoivent gratuitement le journal, s'ils cotisent à la société, ils vont recevoir gratuitement, entre guillemets gratuitement, en tout cas le fait de cotiser suffit à ce qu'ils reçoivent le bulletin sans payer plus. Et donc, en connaissant le nombre de sociétaires et en voyant le nombre de bulletins qui ont été vendus de façon payante, on peut estimer qu'il y a 90% des gens qui reçoivent le journal qui sont en fait les sociétaires. D'accord? Et alors, si on regarde les listes de membres de la société, on peut s'apercevoir un peu ce que font les gens. Et rapidement, j'ai regardé quelques listes de membres. Il y a environ 80% des sociétaires qui sont enseignants ou enseignantes dans le supérieur, donc les colleges, les universités ou bien les écoles techniques. D'accord? Donc, pour qui sont écrites ces recensions? Elles sont écrites, a priori, plutôt pour un public d'enseignants et d'enseignantes du supérieur, aux États-Unis. Alors, j'en viens à ma seconde partie. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces recensions en géométrie? Qu'est-ce qui circule? Alors, d'abord, je vais faire un point sur qu'est-ce que j'appelle les recensions de géométrie. Et donc, pour ça, je dois commencer par parler de cette classification mathématique. Pourquoi? Parce que le bulletin de l'AMS propose de classer lui-même ses propres recensions jusqu'en 1894. Donc, il part d'une classification mathématique, donc on prend les mathématiques, on les sépare en différentes classes et on range les recensions dans les différentes classes. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que pour ce travail, le bulletin va choisir d'utiliser une classification mathématique française, donc celle du répertoire bibliographique des sciences mathématiques, et donc, à mon avis, ça constitue déjà une première circulation de connaissances, puisqu'on choisit de prendre le découpage des maths proposé par ce répertoire. Donc, c'est quelque chose d'assez courant. Il y a d'autres journaux aux États-Unis qui prennent cette classification. Pour les articles du bulletin, c'est pareil, on prend la même classification, mais ce n'est pas forcément évident. On pourrait prendre d'autres classifications mathématiques, comme celle de l'annuaire allemand, le Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, qui est lui aussi très connu à l'époque, mais on ne le fait pas. Ou bien, l'AMS pourrait proposer elle-même une nouvelle classification des mathématiques. Et en fait, c'est ce qu'elle fait, mais pour les transactions de l'AMS. Pour le bulletin, elle choisit au même moment de prendre cette classification française.
Donc, dans cette classification, on a 3 grandes parties, analyse mathématique, géométrie, mathématiques appliquées. Si on regarde les détails de toutes les sous-parties, vous voyez, ça fait 50 pages pour la géométrie, sur les 100 que compte l'index total. Alors, on a 7 grandes parties, géométrie, trigonométrie élémentaire, conique et surface du second degré, courbe et surface algébrique, complexe, congruence, système de courbes, géométrie infinitésimale et cinématique, transformation géométrique, et puis une dernière partie avec les géométries en dimension supérieure ou non euclidienne, analyse de situation. D'accord ? Donc l'AMS propose de ranger ces recensions dans cette classification mathématique jusqu'en 1894. Donc là, c'est facile pour moi. Je considère que ce qui est de la géométrie, c'est ce que l'AMS prend elle-même comme étant de la géométrie. Et par contre, pour la période restante, 1905-1920, c'est moi qui ai décidé ce qui était de la géométrie à partir d'une lecture des titres, soit des titres des ouvrages qui sont recensés, soit des titres des recensions. Et donc j'obtiens comme ça un corpus que j'appellerai pour la suite de l'exposé, corpus des recensions en géométrie. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est le document dans lequel les recensions sont classées. Et on voit tout en haut au titre une astérisque. Je vous ai grossi ce qu'il y a écrit. Donc ils expliquent qu'on prend l'index du répertoire deuxième édition. Et puis si vous regardez la dernière phrase, on nous explique que les recensions sont classées par rapport à leur propre contenu et pas par rapport à celui des livres, des ouvrages recensés. Okay. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'a priori, des livres qui ne sont pas des livres de géométrie peuvent très bien être classés quand même en géométrie selon ce qu'on y fait dans ces recensions. D'accord ? Donc en réalité, l'AMS permet de classer les ouvrages dans différentes classes. Donc les livres qu'elle classe en géométrie mais qui ne semblent pas être forcément de la géométrie, en fait, ils vont être classés aussi dans d'autres parties. En général, l'analyse ou alors les parties aussi de réflexion, de philosophie des mathématiques, souvent lorsque ça concerne les géométries non euclidiennes. Mais moi, partant de cette constatation, je me suis dit qu'il pouvait y avoir aussi des recensions que je n'avais pas considérées comme étant de la géométrie, mais qui pouvaient traiter de géométrie. Donc là, je ne rentre pas dans les détails de ma méthode, mais en gros, j'ai créé un programme qui, à partir d'un comptage des mots présents dans les recensions, on fait apparaître comme ça une vingtaine de recensions de plus, où des mots spécifiques de la géométrie sont très employés, et donc que j'ai classé aussi dans mon corpus général des recensions en géométrie. Donc ce que j'obtiens, c'est 217 recensions qui traitent en fait de beaucoup de types de géométries différentes, géométrie projective, géométrie descriptive, non euclidienne, différentielle, réglée, énumérative, intrinsèque, de position, des transformations. Ça peut être de la géométrie analytique ou synthétique, en fait en grande majorité analytique. Elle peut être géométrie plane dans l'espace en 3 dimensions ou dans l'espace en dimension supérieure. Donc on a une variété très grande de géométrie abordée. Si on regarde un peu les différents types de géométrie et d'où viennent les ouvrages, ce qu'on constate, c'est que pour l'étude des courbes et des surfaces, donc des théories générales sur les courbes et les surfaces, ou bien des études de courbes et de surfaces particulières dans l'espace en 3 dimensions ou plus, ces types de travaux-là, ces types d'ouvrages, on a une grande majorité qui vient d'Allemagne. Alors on verra qu'en général, il y a plus de livres qui viennent d'Allemagne, mais pour ce type d'études, la proportion est beaucoup plus importante encore. On a beaucoup aussi dans ce corpus de manuels, de traités qui sont prévus pour la géométrie niveau undergraduate, donc à l'université ou dans les colleges. Et donc là, on a des manuels de géométrie élémentaire. Donc ce que j'appelle géométrie élémentaire, c'est ce type de géométrie qui vont être des géométries planes ou en 3 dimensions avec des figures qu'on connaît à peu près bien, comme les cercles, les plans, les droites, ou alors des courbes planes éventuellement dans les années supérieures. Donc là, pour ce genre de livres, en fait, les livres états-uniens sont plus représentés que sur le reste. Et d'ailleurs, en fait, on a des recensions qui se permettent souvent d'être plus critiques pour les livres états-uniens et pour ce genre de manuels. On peut tout à fait présenter des manuels pour dire qu'ils sont mauvais. C'est des choses qui arrivent. Alors que quand on parle des livres étrangers, en général, on a un discours beaucoup plus policé et on les présente comme des bons livres, le plus souvent. Et puis parmi les livres dont j'ai parlé, les recensions dont j'ai parlé qui traitent de livres qui ne sont a priori pas de la géométrie, mais qui rentrent tout de même dans mon corpus de géométrie, il y a une proportion plus importante de livres français, en fait des livres d'analyse,
Par exemple, l'AMS classe en géométrie le traité d'analyse de Picard, puisqu'il y a des chapitres entiers qui traitent d'études de courbes ou de surface avec des méthodes analytiques. Alors, si on regarde d'où viennent les ouvrages qui sont recensés dans le bulletin de l'AMS, on peut connaître les pays d'édition qui sont les plus représentés. Alors là, je vous ai mis une comparaison établie jusqu'en 1910, donc 1891-1910, entre le corpus donc, que j'appelle géométrie à gauche et puis le corpus des recensions hors géométrie à droite. Donc, dans les deux cas, ce qu'on constate, c'est les pays qui arrivent en tête sont les mêmes, la France, puis l'Allemagne, États-Unis, Angleterre, Italie, et ensuite toute une série d'autres pays très peu représentés. Mais si j'ai mis cette comparaison, c'est parce qu'on constate que le poids de l'Allemagne est quand même beaucoup plus fort pour le corpus de géométrie. Et donc quelque chose qui est vrai au niveau général dans les recensions se montre encore plus marqué pour les géométries, ce poids très fort de l'Allemagne, avec 45% des ouvrages recensés qui sont publiés en Allemagne. Donc les France, États-Unis, Angleterre voient leur proportion baisser, ce qui est normal puisque les proportions de l'Allemagne augmentent aussi. Et puis il n'y a que l'Italie qui a sa proportion qui augmente quand même par rapport au corpus non géométrie. Mais là, on est sur des chiffres très bas, donc c'est peut-être pas très significatif. Mais ce que je voulais pointer en soulignant ça, c'est le fait qu'il y ait des circulations au sein même de ces différents pays qui font que utiliser des cadres nationaux, ça peut être un peu biaisé, puisque là, on parle de pays d'édition simplement. Et donc, je vous ai mis le classement des personnes dont le plus d'ouvrages sont recensés en géométrie. Donc là, les personnes qui ont 3 ouvrages ou plus recensés dans mon corpus. Et on voit que ce ne sont pas forcément les auteurs allemands qui arrivent en tête. On a un auteur états-unien et puis un auteur italien qui arrive en tête. Et Gino Loria, en fait, il publie 3 de ses ouvrages en Allemagne, et même en allemand. Donc, on voit qu'un auteur comme Gino Loria, même s'il est italien, il va augmenter les chiffres pour l'Allemagne. Et donc, il faut faire attention un peu à ça, mais on a quand même un poids très important de l'Allemagne dans le corpus de géométrie. Alors, si on regarde en général d'où viennent les ouvrages, je me suis aperçu que statistiquement, il fallait séparer en 2 périodes, donc avant et après 1914. Donc là, je vous ai mis une comparaison. Avant 1914, c'est ce qu'on voyait pour les chiffres d'avant, l'Allemagne très très représentée, ensuite États-Unis, France, Angleterre. Et à partir de 1915 jusqu'en 1920, il y a un basculement entre la place de l'Allemagne et des États-Unis. Les États-Unis devient le pays d'édition le plus représenté pour les ouvrages recensés en géométrie. Donc évidemment, on peut penser à une corrélation avec le fait qu'il y a la guerre en Europe à ce moment-là qui commence. Et donc les possibilités d'édition scientifique sont peut-être plus les mêmes pour un pays comme l'Allemagne, qui a peut-être plus d'argent pour ça. Donc ça, c'est certainement un effet assez direct. Mais à mon avis, il faut aussi prendre en compte le fait que les États-Unis, tout au long de ma période, essayent de se placer comme une nation importante en mathématiques, et donc vont passer d'un discours où ils parlent beaucoup des grandes nations européennes. Ce que j'appelle grandes nations européennes, c'est donc selon leurs mots, et c'est les pays qu'on voit là. Donc arrêtez un peu de parler de forcément l'Allemagne comme le pays modèle, mais parler de plus en plus des progrès dans leur propre pays, aux États-Unis. Donc les quelques conclusions sur cette seconde partie, pardon. On a la présentation de livres étrangers qui occupent une place très importante dans le périodique. En dehors des États-Unis, les livres recensés en géométrie viennent exclusivement d'Europe de l'Ouest, en fait, et principalement de 4 pays. 4 pays, donc Angleterre, Allemagne, France et Italie, qui regroupent plus de 70% des recensions en géométrie dans le journal sur ma période. Et puis, on a vu aussi que le poids de l'édition allemande se fait particulièrement ressentir par rapport aux recensions qui ne traitent pas de géométrie. Ensuite, on a vu que les contenus géométriques qui circulent sont larges. On a beaucoup de types de géométrie qui sont abordés, mais on a la géométrie analytique qui est très présente, très très largement présente, et les manuels les plus représentés sont les manuels en fait, de géométrie élémentaire, donc que j'ai appelé élémentaire parce qu'ils sont à mon avis destinés à des élèves de niveau undergraduate, et ce qui a priori n'est pas non plus très étonnant, dans la mesure où on s'adresse à des enseignants et des enseignantes qui ont des cours à donner
pour ce genre d'étudiants et d'étudiantes. Et puis dans la mesure où il y a certainement plus de livres aussi qui sont publiés pour ce public qui est plus nombreux, et donc il est plus facile certainement de vendre des livres à leur destination. Et enfin, on a vu aussi que pour certains sujets particuliers de la géométrie, les choix de l'AMS témoignent de l'influence plus forte de pays particuliers. On l'a vu pour l'Allemagne ou la France ou les États-Unis pour les manuels. Alors, j'en viens à ma troisième et dernière partie. Donc, j'ai voulu vous parler de Virgil Snyder et déjà vous placer un peu qui il est à l'AMS. Et puis ensuite, je vais vous présenter une recension d'un ouvrage de Studi qui paraît en 1904 et voir comment son travail, en fait, on voit que dans son travail, il va sortir complètement du livre de Studi pour apporter ses propres références et essayer de rendre le travail de Studi plus facile à comprendre pour son public. Alors, ces premiers résultats, c'est juste pour vous situer un peu. Il y a 81 personnes qui vont écrire des recensions sur l'ensemble de ma période. Si on prend par tranche de 5 ans, c'est entre 15 et 30 personnes qui s'en occupent. On a la moitié des gens qui participent, qui en fait participeront que pour une recension en géométrie. Ils peuvent publier des recensions hors géométrie. Et puis on a une distribution très inégale avec peu de personnes qui publient beaucoup. Et surtout une personne qui se démarque très clairement, qui publie énormément de recensions en géométrie par rapport aux autres. Donc cette personne, c'est Virgil Snyder, qui arrive donc en tête de liste. Là, j'ai classé le nombre de recensions. Et puis cette personne, je n'ai pas mis les tableaux ici, mais on voit qu'il publie aussi beaucoup d'articles en fait, dans le bulletin de l'AMS ou dans les transactions de l'AMS. C'est quelqu'un qui semble avoir un poids très fort pour ce qui est de la géométrie, articles ou recensions, et même en réalité dans les meetings, il parle beaucoup, etc. Il a un poids très fort pour le domaine de la géométrie à l'AMS. Alors, je vous ai mis un peu une frise de ces publications à l'AMS, uniquement, pour se rendre compte un peu de la place qu'il peut occuper. Donc, Virgil Snyder fait ses études à Cornell University, puis il part faire sa thèse à Göttingen. Il est dirigé par Felix Klein. Karen Parshall, dans son travail sur les doctorants qui partent en Allemagne et les doctorantes, a montré que, d'après elle, Snyder est une des deux personnes qui est le plus fidèle héritier des travaux de Klein, selon elle, en géométrie, puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui vont se former auprès de Klein, mais plutôt pour l'analyse. Lui, il revient aux États-Unis, il continue à travailler beaucoup la géométrie et dans l'esprit de Klein. Donc il rentre aux États-Unis en 1895, il devient enseignant dans l'université où il avait fait ses études, à Cornell. Il entre à l'AMS l'année suivante, en 1996, et donc il commence à publier dans le bulletin de l'AMS. Donc ce qui est en orange, c'est les articles dans le bulletin de l'AMS, ici les articles dans les transactions, et ça les articles coécrits. En bleu, ce sont les comptes rendus de meeting, et en noir, c'est toutes les recensions qu'il a publiées. Donc là, vous voyez en ordonnée, c'est le nombre de pages, donc ça explique des fois que ça ne paraisse pas très régulier. Donc, il entre à l'AMS, il commence à publier des articles et des recensions. On voit qu'à partir du moment où il rentre au comité d'édition du bulletin, il commence à publier encore plus de recensions dans le bulletin de l'AMS, et puis il commence aussi à publier ses comptes rendus de meeting. Il faut savoir qu'il y a très peu de personnes qui sont chargées de faire ces choses-là. Lui, il en fait partie. En 1910, il devient membre du 1909, il devient membre du comité de publication de l'AMS. Donc là, c'est 3 personnes, et lui, il représente a priori la géométrie, c'est-à-dire que quand on a des articles de géométrie, il faut les envoyer à cette personne-là. Il va arrêter de publier des articles dans le bulletin de l'AMS, il va surtout publier dans les transactions de l'AMS à partir de ce moment-là. On voit aussi qu'il va devenir vice-président de la société. Et puis, après 1920, il continue à obtenir des fonctions importantes comme la présidence de l'AMS, etc. Donc, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est qu'il y a une corrélation entre le fait qu'il obtienne des positions scientifiques dans l'AMS et puis surtout voilà, qu'il occupe énormément d'espace à la société, dans les meetings, en publication à l'AMS pour la géométrie. Donc, si je vous ai présenté ce côté-là, c'est pour vous montrer que le travail que je vais présenter ensuite de Snyder, on ne peut pas le considérer comme quelque chose d'atypique ou d'original. On a quelqu'un qui est vraiment, dont les choix sont certainement ceux de l'AMS et du comité de publication du bulletin. Alors, la recension dont je voulais vous parler, il me reste pas mal de temps.
c'est une recension donc, d'un ouvrage de Studi qui s'appelle Géométrie der Dynamen. Je ne me risquerai pas à prononcer le reste du titre. Donc un ouvrage de 600 pages paru en 1903, et Snyder propose une recension en 1904. Donc il explique de quoi il s'agit. Il indique que c'est un champ entier de la géométrie qui a été proposé dans ce traité, un champ inconnu, et donc il souligne le fait que c'est un grand livre, et il le compare aux mémoires de Klein et Lie. Donc c'est quelque chose de très récurrent aussi dans ces recensions. Les références à Klein est toujours indiquer que Klein est un grand mathématicien. Donc là, ça veut dire beaucoup pour lui de dire qu'on n'a pas eu de travail aussi important depuis celui de Klein et Lie. Et donc ce livre contient beaucoup d'idées originales et fructueuses. Donc, tout au long de la recension, il explique plusieurs fois que c'est un ouvrage vraiment très important qui introduit un champ entier des mathématiques qui est nouveau, mais aussi il souligne beaucoup le fait que l'ouvrage soit difficile. Donc là, les extraits que je vous ai mis, le premier extrait, il arrive en milieu de recension. C'est une recension qui fait à peu près 8 pages. L'admiration du lecteur est cependant suspendue par un unfortunate self-conscious style, donc ça je ne sais pas exactement comment traduire ça, mais c'est assez négatif, qui échoue à rendre justice à la beauté du sujet. Le mode d'expression est souvent si complexe que quelqu'un qui ne serait pas particulièrement à l'aise avec le sujet de l'auteur trouverait le texte difficile à lire, et en particulier, il dit pour la partie 3, qui est celle qu'il choisit de recenser plus particulièrement. Les dernières phrases là, qui arrivent en conclusion de sa recension, là vous voyez sa signature, il dit que c'est encore une fois un travail très important qui apporte beaucoup de matière à travailler. Le style n'est pas accueillant, le traitement est souvent complexe, mais l'auteur a présenté un nouveau champ des mathématiques. Beaucoup de commentaires seront nécessaires pour rendre ce travail accessible, mais ils viendront sûrement. D'accord ? Donc, on est là devant un ouvrage, que Snyder présente comme très important pour la géométrie et en même temps très difficile. Donc, il insiste beaucoup sur ça. Alors, voyons comment il va travailler cet ouvrage. Donc, il explique qu'il y a 3 parties dans l'ouvrage, qui va se concentrer principalement sur la 3e, qui est celle qui prend le plus de pages, et donc qui lui semble être la plus importante, avec l'introduction d'une nouvelle géométrie réglée qui est différente de celle de Plöcker. Et donc, il dit que lui va s'appuyer sur 2 papiers, un papier de Klein, et donc d'après lui, aucun indice n'est donné sur le fait que Studi a utilisé ce papier, mais lui, il va l'utiliser pour expliquer le livre de Studi. Et puis, un papier de Müller, qui en fait, c'est un article dans lequel il travaille effectivement sur l'ouvrage aussi de Snyder, donc paru très récemment. Alors, ce que fait Snyder, c'est qu'il propose d'expliquer ce qu'on essaye de faire dans cette partie 3. Alors, l'idée, c'est qu'on essaye de comprendre des transformations de droite dans l'espace en 3 dimensions. Et donc, on a un mouvement général de droite qui est un mouvement de vis, donc translation-rotation. Et on essaye de comprendre ce mouvement-là. Et donc, pour ça, il dit on le décompose en 2 transformations commutatives. Et ces 2 transformations, on arrive à les exprimer analytiquement grâce à un nouveau système de coordonnées qu'on a introduit, et qui sont les coordonnées des droites. D'accord ? Et donc, il nous dit tout l'objet de cette partie, d'après lui, c'est de pouvoir exprimer la transformation générale grâce à ce nouveau système de coordonnées. Alors, là, Snyder va expliquer comment on procède. Donc, pour lui, on crée une correspondance biunivoque entre les droites du plan et les droites de l'espace grâce à la correspondance entre 2 coniques qu'on fixe dans l'espace pour déterminer les distances. Originellement, c'est fait pour ça, en tout cas. Donc, on a une correspondance entre les droites de l'espace et les droites du plan. Et une fois qu'on a fait cette correspondance, qu'on l'a construit, alors comprendre les transformations de l'espace revient à comprendre les transformations du plan. Donc ça, il nous dit que ça revient à étudier le groupe G16, d'ordre 16, des transformations du droite dans le plan. Et puis, il indique que dans l'espace en dimension 3, en fait, on a un espace projectif et que les droites à l'infini... je passe sur les détails, mais disons qu'il y a 2 types de droites à l'infini qu'on peut considérer comme étant les mêmes. Et donc, il dit que le fait de passer d'une à l'autre, ça rajoute une dimension supplémentaire. Donc, il en arrive à son point. Il faut étudier un groupe d'ordre 17, un groupe G17,
pour faire le travail prévu dans cette partie, c'est-à-dire exprimer la transformation générale des droites dans l'espace. Donc il faut étudier un groupe G17. Alors, tout ce développement-là, en fait, si on va voir l'article de Klein dont il parle, c'est exactement ce que fait Klein. Donc Klein, il le fait dans un autre contexte. Son papier est paru bien avant l'ouvrage de Studi. Il s'agit d'étendre un théorème de Pascal du plan jusqu'à l'espace. Donc cette construction-là qu'il explique, c'est celle de Klein. Et donc là, on a toute une longue partie de la recension où Snyder ne parle pas vraiment du livre, ne parle pas directement de l'ouvrage, mais reproduit une partie du papier de Klein. Donc voilà, il l'explique, le développement proposé ici n'est pas mentionné par Studi. Il ne sait pas vraiment s'il l'a utilisé ou pas, mais lui, ça lui semblait intéressant de l'expliquer de cette façon-là. Donc on arrive à ce groupe G17 qu'on essaye de comprendre et on essaye d'exprimer les transformations du groupe G17. Et là, c'est pareil, il le dit clairement, je vais reproduire une partie du papier de Müller. Donc, suit toute une longue partie où il reprend exactement ce que fait Müller. Et là, encore une fois, on n'est pas sur l'ouvrage directement qui est recensé, on est sur un papier différent. Autre et dernier exemple, toujours dans cette même recension, on est arrivé à ce qu'on voulait montrer, c'est l'expression des transformations dans les groupes G17. Et puis il dit qu'il y a un sujet qui n'est pas assez traité d'après lui, c'est l'étude des congruences. Donc les congruences, c'est les surfaces réglées, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est les surfaces qu'on obtient par les transformations linéaires de droite. Donc il dit que ce sujet-là, il est un peu abordé, mais pas assez traité. Et puis il dit on pourrait l'étudier plus grâce au travail de thèse de A.B. Pierce. Et puis par ailleurs, il explique que le travail de Pierce, cette mémoire de thèse, rend les transformations du groupe G17 plus faciles à comprendre. Donc là, on est toujours dans ce discours d'un ouvrage qui est difficile, on sort complètement du contenu de l'ouvrage, mais on se propose de le rendre plus facile, plus accessible, d'expliquer certaines de ces idées grâce à des papiers différents. Donc là, en plus, le choix de Pierce est assez intéressant parce que c'est quelqu'un de très peu connu, il vient de passer sa thèse, c'est un jeune docteur états-unien qui est parti se former en Allemagne puis en Suisse, il a publié son mémoire de thèse en Suisse, et il vient juste de rentrer à l'AMS au moment où cette publication cette recension paraît. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans l'AMS, que même les gens qui lisent la recension peuvent éventuellement rencontrer dans des meetings, etc. Il leur dit, allez voir son travail de thèse, ça pourra être plus facile pour comprendre ce groupe G17, mais il ne dit pas vraiment d'aller voir le livre de départ. Voilà. Donc, à mon avis, il y a un parti pris assez fort de la part de Snyder dans cette recension, et c'est un parti pris peut-être tellement fort qu'il va y avoir une réponse en fait, de Studi dans le bulletin de l'AMS aussi. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. En fait, ça arrive 2 fois sur toute ma période. La première fois, c'est un auteur états-unien qui n'est pas très content du traitement, mais ça reste assez poli. Cette fois-là, c'est donc la deuxième. Studi n'est pas du tout content de la façon dont on a recensé son travail. Donc déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il est au courant. Il est au courant de ce qu'a écrit Snyder. Visiblement, quelqu'un il l'a lu, la recension. Et puis, ça ne lui va pas du tout. Donc, il commence... en fait, tout le long de la réponse, c'est vraiment un ton très polémique, très ironique. Il explique en gros que Snyder n'a rien compris et qu'il aurait mieux fait de travailler plus au lieu de publier cette recension. Et donc là, je vous ai mis le début où il explique que Snyder prodigue blâme et louange sur un auteur sous sa recension en utilisant des termes vigorous dans les 2 cas. Et donc il dit qu'il n'est pas d'accord avec cette façon de critiquer. Et tout de suite, là, je n'ai pas mis les références de la DAG, là, mais il propose 3 recensions de son ouvrage qui, d'après lui, sont bien faites. Avec la place qu'elles avaient, elles ont réussi à présenter des contenus corrects. Donc c'est une recension italienne, une autrichienne et une allemande. Selon Studi, ces recensions ont bien fait le travail. Selon Snyder, pour Snyder, pas du tout. D'accord. Donc l'aspect polémique un peu de la réponse, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais ce que je voulais montrer en présentant ça, c'est le fait que les choix faits par Snyder pour faire cette recension, ils sont certainement ceux portés par l'AMS, puisqu'on voit qu'il a des positions institutionnelles très fortes et qu'il n'est pas dans son coin à faire des choses tout seul. Mais
en même temps, quand c'est lu par Studi, ça va pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il attend. Donc il y a des attentes différentes, et ça, à mon avis, c'est lié au contexte, au fait que lui, Virgil Snyder, il sait qui lit son journal, et certainement qu'il a en tête que les personnes qui vont lire son journal sont des personnes beaucoup moins formées que lui en mathématiques, et visiblement, il a l'air de croire qu'ils ne seront pas capables de comprendre l'ouvrage pris seul. Donc il trouve tout un moyen, tout un ensemble de biais pour pouvoir expliquer quand même certaines idées qui lui semblent importantes. Je rappelle, je ne crois pas l'avoir dit, mais il y a énormément de sociétaires dans l'AMS. Là, en 1904, on a 455 sociétaires. Donc on a un nombre quand même très important de personnes par rapport aux sociétés européennes. Et donc, a priori, il y en a un grand nombre qui n'ont pas été formés comme lui en Allemagne, n'ont même pas forcément de doctorat, qui vont lire le journal. Voilà. Alors, pour conclure, donc ce que j'ai voulu montrer, c'est que les recensions permettent d'analyser des circulations de connaissances géométriques de pays européens vers les États-Unis, mais aussi au sein du pays, au sein des États-Unis, puisqu'on recense de plus en plus d'ouvrages qui sont internes au pays. Les livres sélectionnés, ils témoignent des choix proposés par l'AMS sur ce qu'il est intéressant de faire circuler ou non pour la géométrie. Et donc pour ce domaine, les ouvrages édités en Allemagne sont particulièrement représentés. Les manuels de géométrie analytique pour les étudiants de niveau undergraduate qui forment un ensemble important d'ouvrages recensés. Et puis, à mon avis, il faut comprendre que ce travail de recension de travaux géométriques proposé par l'AMS constitue une étape dans la circulation de connaissances géométriques dans laquelle les contenus sont filtrés, transformés et normés. Donc ça, c'est un aspect que je n'ai pas pris le temps d'aborder spécialement, mais aussi il y a tout un travail de normalisation. Et donc les auteurs ou les autrices qui recensent, en général, proposent toujours proposent souvent les mêmes références, les mêmes livres références ou les mêmes personnes références. Pour Snyder, c'est souvent Klein qui est très souvent réintroduit dans les recensions, même quand ce n'est pas le sujet. Et donc voilà, l'idée c'est que ce n'est pas les livres qui circulent en fait avec ce travail-là. Les livres, ils arrivent jusqu'aux recenseurs, et puis les recenseurs, ils publient une recension. Et donc les lecteurs, à la fin, ils n'ont pas le livre lui-même, mais ils ont uniquement la recension. Donc je pense qu'il faut connaître le contexte états-unien de réception du journal et les intentions des éditeurs et éditrices pour comprendre ces recensions. Et donc à mon avis, c'est le cas de Studi qui ne comprend pas la recension, parce qu'il ne connaît pas vraiment le contexte, visiblement, ou en tout cas, ça ne l'intéresse pas. Et les contenus des ouvrages recensés sont reconstruits relativement au lectorat du journal, dans une visée qui, à mon avis, est normative et éducative. Encore une fois, on a un petit nombre de personnes par rapport au nombre des sociétaires qui se placent comme des experts ou des expertes capables d'expliquer des livres parfois difficiles à un public qui n'a pas les mêmes capacités pour le comprendre selon ce groupe de recenseurs. Et donc voilà, le dernier point de ma conclusion, c'est sur Virgil Snyder. On voit que les contenus qu'il recense, il les retravaille, il les réécrit, il les réinterprète pour les rendre accessibles et adaptés à un public d'enseignants ou d'enseignantes états-uniennes, quitte à sortir complètement du livre de départ s'il est considéré comme trop difficile. Voilà. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je vous écoute. De parler dans le micro pour les questions. Oui, merci pour cet exposé. Moi, j'avais plusieurs questions. Alors, la première, très concrète, est-ce que tu as des informations sur la provenance des livres qui sont recensés? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils arrivent aux personnes qui les recensent? Est-ce que, notamment, tu as des informations sur des échanges possibles, des accords avec les éditeurs? Puisqu'on sait que ça existe beaucoup pour les journaux. Donc, notamment, en échange du bulletin de l'AMS, plusieurs éditeurs de journaux mathématiques envoient leur journal à l'AMS. Est-ce que c'est aussi le cas pour le livre et pour les livres? Et est-ce que, du coup, ces accords potentiels peuvent avoir un lien avec les proportions que tu as montrées entre les lieux de publication? C'est-à-dire que l'existence d'accords avec des éditeurs de certains pays peut peut-être aussi expliquer le fait que certains pays sont plus représentés que d'autres. Voilà, ça c'était ma première question. Alors, non, je ne sais pas comment ils obtiennent les livres, mais ce que j'avais regardé, c'est les catalogues de la bibliothèque de l'AMS.
Là, effectivement, on a tous les journaux qui sont présents dans la bibliothèque et qui sont indiqués si c'est un échange avec le bulletin. Ça, c'est précisé. Et puis, il y a les listes des livres qui sont achetés. Donc, éventuellement, ça peut être les livres achetés par la bibliothèque. Mais je n'ai pas regardé en détail si les livres recensés sont exactement ceux qui sont dans la bibliothèque. Je ne sais pas, et j'en sais pas plus. Sur la deuxième partie de la question, je ne sais pas s'il y a des partenariats avec les éditeurs, mais ce que je n'avais pas mis... Voilà. En fait, on a vraiment l'éditeur Tobner qui est énormément représenté. Effectivement, la plupart des livres viennent de la même maison d'édition. Et donc, c'est sûr que l'offre éditoriale est un facteur important dans le fait qu'il y ait plus de livres allemands. Il y a certainement plus de livres allemands qui paraissent, en fait. En tout cas, pour les choix des livres qui leur semblent intéressants, parce qu'ils pourraient aussi ne pas prendre ce type de livre dans leur recension. Ouais, et l'autre question qui était liée un peu à la première, c'était est-ce que tu as des informations sur la manière dont un auteur va choisir l'ouvrage qu'il recense? Non. En fait, rien n'est expliqué par le comité du bulletin sur comment ça fonctionne. En tout cas, dans les publications du bulletin, à aucun moment on explique comment ça fonctionne. On ne sait même pas on sait pas comment sont choisies les personnes qui recensent, comment sont choisis les livres, etc. Mais en fait, je pose cette question parce que dans des correspondances, notamment la correspondance de David Eugene Smith, j'avais trouvé beaucoup de discussions après la guerre, et donc au moment où il y a des problèmes d'édition en Europe, et donc notamment les journaux de recension comme le Jahrbuch rencontrent des difficultés, donc il y a beaucoup de discussions pour lancer un journal de recension américain. Ouais. Et dans le cadre de ces discussions, il y a une réflexion sur comment devraient être choisis les reviewers, en fait. Et donc, bon, on peut se demander si du coup ces discussions préexistent à cette situation au niveau de l'AMS ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ces échanges, donc c'est notamment entre David Eugene Smith et Dixon, qu'à cette époque-là, dans les années 1920, le Jahrbuch joue encore un rôle de modèle fondamental, ainsi que, mais dans une moindre mesure, les recensions de la Royal Society et la revue semestrielle en France. Parce que c'est en fonction de ces trois publications de recension que la discussion est menée sur comment est-ce qu'il faudrait affecter les reviewers. Par exemple, ils critiquent le fait que dans la revue semestrielle, une seule personne s'occupe d'un journal en entier, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, compte tenu du rôle, notamment de modèle encore à cette époque-là, que joue le Jahrbuch, je me suis demandé si tu avais comparé, notamment dans l'étude un peu plus micro que tu peux faire sur un reviewer comme Snyder, si tu avais comparé donc les recensions qu'il peut faire à l'AMS avec les recensions qui peuvent paraître dans le Jahrbuch sur les mêmes ouvrages, et éventuellement aussi sur des ouvrages américains qui peuvent être recensés dans l'AMS. Ouais. Alors déjà, sur les intentions dans le Jahrbuch, on les connaît parce qu'elles sont publiées par l'éditeur. Et donc il y a cette idée aussi d'un peu d'objectivité dans le Jahrbuch, d'essayer de présenter les contenus sans jamais de rentrer dans les polémiques. Et aussi, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus court. En général, les recensions dans le Jahrbuch. Elles ne sont pas toujours très courtes, mais là, il y a des recensions de 20 ou 30 pages parfois. Donc on a des recensions dans le bulletin de l'AMS qui sont quand même beaucoup plus longues, où on aborde plein de sujets, ce qui déjà fait une différence dans la façon dont c'est travaillé, à mon avis. Et après, je n'ai pas vraiment fait d'études de comparaison du même ouvrage, voir les différentes recensions. Mais à chaque fois que j'ai regardé ça, j'ai constaté que les recensions du Jahrbuch, elles étaient surtout très courtes. Oui, c'est sûr qu'elles sont plus courtes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un facteur de circulation là aussi possible, entre les recensions elles-mêmes, bien entendu. Aussi bien, et dans les deux sens, puisque ce ne serait pas impossible que des reviewers du Jahrbuch prennent modèle sur une recension qui est parue dans le bulletin de l'AMS, notamment pour les publications qui sont parues aux États-Unis. Ouais. Et réciproquement, pour les publications parues en Allemagne, ce ne serait pas du tout impossible que l'auteur américain qui le recense dans l'AMS commence par prendre connaissance de ce qui est sorti dans le Jahrbuch. Oui, je ne sais pas du tout. Merci pour cet exposé. Deux questions pour commencer. Donc là, tu as choisi de faire un gros plan sur Snyder, puis sur une recension d'un bouquin de Studi. Mais du coup, pour travailler sur les circulations, on voit dans cette recension le fait que Snyder, qui est quand même un
personnage central dans l'AMS à l'époque, est très positif vis-à-vis de l'ouvrage de Studi et cherche à promouvoir auprès du public américain des travaux d'interprétation, de prolongement. Il appelle aux commentaires et ainsi de suite. Est-ce que tu as commencé ou est-ce que tu comptes suivre la réception de cet ouvrage de Studi aux États-Unis? Est-ce que Snyder parle à quelqu'un et avec quelque effet? Alors, certes, il y a eu un effet sur Studi, mais avec quelque effet aux États-Unis ou pas de circulation après ça? Je ne sais pas du tout. J'ai pas du tout travaillé sur ça. Donc, est-ce que je vais le faire? Je verrai, mais je ne sais pas du tout. D'accord. Deuxième question. Du coup, tu nous as pas montré du tout la réponse. C'était pas ton propos. Hein. On a vu donc qu'il y a une réponse de Studi très polémique. Bon, on sait bien que Studi était coutumier du fait et même dans des cercle beaucoup plus officiel qu'un vague truc américain de l'autre bout du monde. Studi publiait des textes aussi extrêmement polémiques, y compris dans les Mathematische Annalen à l'époque. Donc il était coutumier des pieds dans le plat. Mais dans cette réaction vive de Studi, au-delà des questions de caractère, est-ce que sur quoi portent ces arguments? En particulier, ça pourrait avoir un lien avec ton thème général, à savoir, est-ce que les arguments portent uniquement sur des points mathématiques? Ce théorème a été mal compris, cette définition a été travestie, et ainsi de suite. Moi, dans le texte que je connais dans les Mathematische Annalen de Studi, ce qui est intéressant, c'est qu'il porte le faire à un niveau beaucoup plus général. Certes, il relève quelques erreurs, mais il fait une analyse épistémologique de la nature des erreurs. Et on pourrait aussi imaginer ici que la réaction de Studi explicite quelque chose de la manière dont les mathématiques états-uniennes ou les mathématiciens états-uniens sont considérés au sein de l'establishment mathématique allemand. Est-ce que la réaction de Studi nous dit du regard des Allemands sur les Américains, pour le dire de manière caricaturale? Alors, je ne sais pas du tout ce que ça dit du regard des Allemands en général. Ce que je peux te dire, c'est plus de détails sur la réponse de Studi. Il relève surtout des erreurs. Ensuite, il dit Snyder dit qu'il n'y a pas d'indice du fait que j'ai utilisé Klein ou pas, c'est juste qu'il ne les a pas vus. Ensuite, il dit que Snyder dit que la partie la plus intéressante, c'est la partie 3, alors que c'est l'annexe. Enfin, en gros, Snyder a tout faux, quoi. Ça dure comme ça. Et voilà, il ironise beaucoup sur les remarques de Snyder en montrant après qu'il s'est trompé à chaque fois, mais c'est plus sur des... il dit que c'est pas comme ça qu'on doit faire une recension, ça il dit dès le début, et il propose des bonnes recensions. Et puis, après, c'est surtout qu'il dit qu'en fait, Snyder n'a juste pas compris son livre, quoi. Après, qu'est-ce que ça dit du regard des Allemands, des mathématiciens allemands sur les mathématiciens états-uniens? Je ne pourrais pas du tout généraliser. Mais... En tout cas, ça le place il place Snyder comme quelqu'un qui n'a pas le niveau, quoi. Et il y a une réponse à la réponse aussi de Snyder, qui dit que le terme self-conscious, il n'aurait pas dû l'utiliser, qu'il aurait dû rajouter une référence de Klein qui explique ce que Studi pointe comme une erreur, et puis qu'il ne dit pas grand-chose de plus. En fait, c'est une réponse à la réponse qui est très très courte, où il ne s'excuse pas vraiment, il répond sur des points très précis, et voilà. Ok, peut-être une dernière question. J'ai été surpris par ton usage du mot normalisation. Et je ne suis pas sûr de bien voir ce que tu appelles des effets de normalisation ou tu citais le fait, tu donnais comme travail de normalisation le fait par les quelques auteurs qui contrôlent les recensions dans le bulletin de l'AMS, le fait qu'ils mettent à peu près toujours en avant les mêmes auteurs, les mêmes ouvrages, donc il y a constitution d'un corpus de référence, constitution d'un corpus d'autorité. En quoi est-ce que c'est une forme de normalisation? Alors, ce que je voulais dire par ce mot-là, c'est le fait qu'on présente souvent les mêmes références pour travailler les ouvrages, même quand c'est des références qui ne sont pas dans l'ouvrage. Et donc, à mon avis, ça revient à dire, quand on veut travailler tel type de géométrie, il faut avoir ces références en tête, puisqu'il les ramenait... A priori, les gens qui lisent le journal le lisent régulièrement, donc il y a quelque chose dans la continuité où, à mon avis, on place ce qui est les bonnes références à donner quand on travaille un ouvrage de géométrie, à connaître. Et puis même quand on parle des publications qu'il y a eu sur un sujet précis, on donne quelques publications de référence. Et moi, c'est un peu ça à quoi je pensais, c'est-à-dire le fait de
proposer des références comme étant des références nécessaires au lectorat. Et après, je pense qu'il y aurait plein d'autres aspects de la normalisation, mais que je n'ai pas forcément étudiés. C'est moins une question à Samson qu'une discussion sur la question de Frédéric. Tu posais la question, comment est-ce que les livres arrivent à la revue et comment est-ce que les livres sont distribués, enfin sont donnés, etc. J'ai regardé pour l'enseignement mathématique, je suis allée à Genève voir la correspondance de Fer, Lézan et puis ensuite Bulle. Dans l'enseignement mathématique, il y a quelque chose qu'il n'y a pas, enfin que Samson n'a pas vu et qu'il n'y a pas dans le bulletin, c'est de la MS. Dans l'enseignement mathématique, il est dit que ne seront recensés que les livres qui parviennent à la rédaction. Déjà. C'est-à-dire qu'a priori, ils ne vont pas les chercher, il faut que ça leur parvienne. Et dans la correspondance aussi avec Charles Naud, avec l'éditeur, on voit que Gauthier Villard fait déposer des livres. Tel éditeur fait déposer des livres. Mais à part ces éléments qu'on retrouve à certains moments dans la correspondance, on n'a pas de matériaux précis pour savoir, enfin pour connaître les biais vraiment de ce qui arrive à la rédaction. Il y a aussi les personnes, alors là c'est pas un comité de rédaction puisque c'est pas une revue de sociétaire, ils sont trois en fait, Lézan, Fer et Bulle. Il y a aussi les livres qu'ils ont, les livres qu'ils ont envie de recenser. Et puis la façon dont ça se distribue, finalement ça se distribue sur assez peu de monde. Et quand on regarde qui sont les recenseurs, il y en a moins que dans la MS parce qu'il y a moins de recensions. Et c'est quand même assez restreint comme personne. Mais comment arriver à évaluer les biais de la façon dont les ouvrages arrivent, ça, pour l'enseignement mathématique, j'ai du mal. Quant à la place des éditeurs que donne Samson, les éditeurs allemands et les éditeurs des différents pays, la place de Leipzig, quand on la regarde de l'enseignement mathématique sur la période, disons, 1899-1920, elle est énorme, mais elle est comparable à celle de Paris. Et là, manifestement, non. Donc il y a un effet dû à la revue. D'un côté, c'est l'enseignement mathématique, de l'autre, c'est le bulletin de l'AMS, qui est vraiment, vraiment visible. C'est-à-dire, il y a l'Allemagne, il y a l'Allemagne, non, il y a Leipzig, puis il y a Berlin qui va arriver, mais il y a Leipzig. Et par contre, Paris, alors qu'il est à égalité pour l'enseignement mathématique, il est manifestement derrière pour... Et puis, le rôle de la guerre... c'est vrai que les États-Unis n'arrivent pas vraiment à l'enseignement mathématique après comme lieu d'édition. Il y en a quelques-uns, mais ça n'a rien à voir avec l'image que tu donnes d'une revue états-unienne elle-même. Y a-t-il d'autres questions ? En écho avec le commentaire d'Hélène, une source possible quand même pour ces informations, ce serait les correspondances des présidents successifs de l'AMS. Et est-ce que du coup tu as regardé quelles sont les correspondances disponibles ? Parce que dans le cas de David Eugene Smith, par exemple, on trouve dans sa correspondance toutes les recensions pour lesquelles il est sollicité. Donc on trouve la lettre de la personne qu'il sollicite et ensuite la lettre la copie de la lettre qu'il renvoie avec sa recension, etc. Généralement, c'est du coup le directeur d'un journal. Alors lui, en l'occurrence, pour Smith, c'est beaucoup Science, par exemple, ou un autre journal s'appelle Science and Society. Ouais. Mais donc, voilà, les correspondances peuvent être une source possible pour...
Bien, alors merci encore à Samson.